nous allons commencer. Bienvenue à ce nouveau midi conférence du GRET, soit le groupe de recherche en enseignement du théâtre. Je me présente, je m'appelle Virginie Rouxel, je suis membre du comité de direction du GRET et c'est moi qui ai le plaisir d'animer ce midi conférence aujourd'hui qui portera sur l'art dramatique et les élèves à besoins particuliers. Et nous entendrons aujourd'hui à tour de rôle Isabelle Roy ainsi que Simon Char. Je laisserai la parole, Isabelle. Je vais commencer par te présenter, évidemment. Donc, la présentation d'Isabelle a pour titre « Quelques pistes de différenciation pédagogique en art dramatique ». Isabelle Roy est titulaire d'un baccalauréat en enseignement des sciences humaines, en enseignement de l'art dramatique et d'une maîtrise en théâtre de l'Université du Québec à Montréal. Elle a également poursuivi une formation complémentaire en art-thérapie. Elle œuvre comme enseignante spécialiste d'art dramatique au primaire et au secondaire depuis 2000. Isabelle est chargée de cours à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM depuis 2020, où elle enseigne la didactique de l'art dramatique. Elle a aussi participé à des groupes de développement, à la création de matériel pédagogique au sein de la commission scolaire des affluences, si je ne me trompe pas de l'acronyme. Oui, bien, effectivement, oui. Et la formation des enseignants en art en différenciation pédagogique. Alors, je te cède la parole, Isabelle. Bon, bien alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à cette rencontre portant sur la différenciation pédagogique, une recherche-action. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Voilà donc. Le déroulement, d'abord, j'ai oublié de remercier le comité organisateur. C'est quelque chose que je m'étais dit de ne pas oublier. Donc, d'abord, je tiens à remercier le comité organisateur des Midis GRET. C'est vraiment très apprécié d'être invité et de pouvoir partager les résultats de cette belle aventure qui a été la maîtrise. Alors, le déroulement de notre rencontre va commencer avec la problématique et la question de recherche, les spécificités de la classe d'art dramatique, les difficultés rencontrées par les élèves, un petit peu de mon cadre théorique, les niveaux de disposition, les dispositifs de différenciation, et les résultats de recherche. Et là, je vais partir mon chronomètre pour arriver dans mon temps. OK. Alors, pourquoi? Première question, pourquoi j'ai décidé de faire une maîtrise? En fait, ça faisait 18 ans que j'enseignais l'art dramatique et je me rendais compte que j'étais confrontée à certains problèmes récurrents. J'en ai discuté avec mes collègues et finalement, on ne trouvait pas de pistes, de solutions, on ne savait pas trop par quel bout le prendre. On a créé un groupe de développement au sein de mon centre de service et tout ça m'a conduit vers la maîtrise et la recherche-action. Alors, la problématique. Depuis quelques années, on a eu une augmentation du nombre d'élèves en difficulté dans les classes dites ordinaires ou régulières. C'est suite aux dernières mesures éducatives. Donc, ça vise à inclure de plus en plus d'élèves avec des besoins particuliers. Donc, on est vraiment passé du paradigme des classes spécialisées à l'inclusion dans des classes dites régulières. Avec cette intégration-là, plusieurs enseignants ont rencontré des difficultés et ils se sentaient vraiment démunis par rapport à ces élèves-là, avec des problématiques qu'on ne connaissait pas ou qu'encore, ils n'avaient pas eu de formation dans leur parcours universitaire. Mais qui sont les élèves intégrés? On parle des élèves HDA, que si vous œuvrez dans le domaine de l'éducation, vous les connaissez bien, ça fait longtemps qu'on en discute. Les élèves à risque, donc présentant un facteur de vulnérabilité, donc ça peut être des élèves qui sont en échec scolaire ou encore qui ont des difficultés au niveau de la socialisation, et les élèves ayant des besoins particuliers. C'est une nouvelle appellation, c'est plus englobant, c'est plus inclusif. On parle d'élèves qui ont des besoins particuliers. En fait, c'est tous les élèves qui ont des particularités cognitives, affectives, sociales, qui nécessitent une forme d'intervention pour assurer leur plein développement. Ça peut être un élève qui a peu d'habileté sociale ou encore un élève qui a beaucoup de rigidité au niveau des routines, mais il n'y a pas d'étiquette, il n'y a pas de code, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe, c'est juste qu'il est particulier et on doit s'adapter afin qu'il puisse réussir. Voilà. Donc, ça, c'est le portrait de nos élèves qui sont intégrés. Mais quels sont les problèmes que les enseignants ont relatés? On dit qu'il y a des problèmes, les élèves sont intégrés, mais quels sont-ils? Donc, je me suis basée à partir d'un document très, très, très élaboré et exhaustif
qui a été fait par la table régionale des arts de Laval, Laurentides, Lanaudière et de l'île de Montréal. Il y avait plusieurs sphères qui étaient touchées, plusieurs domaines. J'en ai ciblé quelques-unes et je voudrais qu'on s'attarde au comportement, aux manifestations observables. Donc, il y a tout ce qui est perte de temps du travail, lors du travail d'équipe ou lors du travail de création, se promener dans la classe, se cacher derrière les dos, toutes les histoires incomplètes ou incohérentes. Donc, c'est vraiment au niveau de l'apprentissage et de l'engagement. Au niveau affectif et social, les enseignants souvent me relataient que c'était très difficile le travail d'équipe. Donc, argumenter avec ses pairs, des excès de colère, la fermeture face aux idées des autres, la désorganisation. Et finalement, on avait tout ce qui est signe d'anxiété, fébrilité, des fois tourner en rond sur lui-même ou se déplacer d'équipe en équipe. Il y en avait beaucoup de problèmes relatés, mais on en a choisi quelques-uns. Parce que la façon que ça s'est déployé au niveau de la recherche-action, je me suis bâti une petite équipe d'enseignants participants et on a choisi ensemble les difficultés sur lesquelles on allait se concentrer pour la recherche-action. C'est toujours dans le cadre de la compétence créée. Alors, on a choisi difficulté à se concentrer, difficultés liées aux habiletés sociales, et ça, peu importe la compétence, je pense qu'en art dramatique, c'est quelque chose qui revient souvent. Difficulté à trouver des idées, à s'organiser, à consigner ses idées, à demeurer en lien avec la proposition de départ, à créer un canevas cohérent et difficulté à terminer la tâche dans les délais demandés. Ensuite, après avoir ciblé les difficultés, on s'est dit, ces problèmes qu'on voit en art dramatique, est-ce qu'on en voit ailleurs, dans d'autres disciplines, dans d'autres matières? Il semblerait que oui et non. Il y a vraiment des problèmes, vous allez voir, d'ordre d'organisation et social qu'on voit émerger davantage en art dramatique et on s'est penché sur les spécificités de l'enseignement de l'art dramatique. Première chose très différente, c'est l'organisation physique et spatiale. Vous le savez probablement, vous êtes des enseignants dans le domaine, les locaux sont ouverts, sans pupitre, avec souvent des costumes, de l'éclairage. Au niveau du contenu de formation, ça peut paraître parfois abstrait pour des élèves en général et pour des élèves qui sont peut-être anxieux. Ça peut être plus anxiogène. Ce n'est pas comme apprendre à écrire, apprendre à compter. Au niveau de la fréquence aussi, un enseignant en art dramatique, à part s'il est dans un programme de concentration, un programme enrichi, va voir ses élèves peu souvent, peut-être 1 ou 2 fois semaine. Et n'oubliez pas, on ne perd pas de vue qu'on est dans des élèves qui sont au sein d'un groupe régulier dit ordinaire. Donc, il n'est pas dans un programme. Et finalement, les conditions d'exercice ou de pratique, c'est-à-dire que les enseignants d'art dramatique, souvent, vont avoir un très grand nombre d'élèves. Donc, au niveau du lien, la fréquence et les conditions de pratique, ça vient faire un impact pour nos élèves qui sont intégrés. Alors donc, une fois que j'ai posé tous ces éléments-là, la question de recherche était au regard des difficultés rencontrées dans la classe d'art dramatique, on en a ciblé 8, par les élèves qui ont des besoins particuliers, l'utilisation de dispositifs de différenciation pédagogique variés peut-elle influencer le climat de classe et l'engagement des élèves? C'est vraiment sur ces 2 paramètres-là que je voulais regarder. Donc, on parle vraiment du climat de classe et de l'engagement. Donc, nous avons testé 8 dispositifs de différenciation dans 15 classes dites ordinaires ou régulières, au secondaire premier cycle. Maintenant, je vais passer à mon cadre théorique. Il s'agit donc de l'inclusion scolaire. Je ne veux pas vous lire la définition et je ne ferai pas le débat entre l'intégration et l'inclusion. Sachez que ça s'inscrit dans cette vision-là. Concept clé, différenciation pédagogique, c'est par ce bout-là, c'est par cette entrée-là que j'ai tenté de trouver des solutions aux problèmes. La définition de Caroline Tomlinson, c'est celle que j'ai retenue. La différenciation est une approche organisée, souple et proactive qui permet d'ajuster l'enseignement et l'apprentissage pour atteindre tous et toutes les élèves et surtout pour leur permettre de progresser au maximum. Donc, c'est souple, proactif, c'est pour s'adapter aux besoins variés et changeants des élèves. En d'autres mots, c'est planifié en pensant aux particularités des élèves. C'est adapter nos interventions, nos outils pédagogiques, notre matériel à la réalité de l'enfant ou de l'adolescent dans ce cas-ci,
qui est devant vous lorsqu'une différence entrave sa réussite. Bon, c'était la définition générique qui nous en dit, mais je vois des fois l'inquiétude quand je parle de différenciation pédagogique, je vois l'inquiétude dans les yeux des enseignants qui me disent « mais je n'arriverai pas à planifier pour chacun de mes élèves, j'ai comme 12 groupes, c'est impossible. » Il y a la différenciation pédagogique, il y a différents niveaux. Le premier niveau, c'est de la flexibilité. Ça se déploie, la flexibilité, avec des choix planifiés. Lorsqu'on planifie nos cours, on peut proposer des choix de texte. On peut aussi proposer des structures différentes, par exemple des monologues ou des équipes de 2, afin que les élèves qui sont plus à l'aise de travailler en collectif soient en travail d'équipe ou les élèves qui préfèrent le travail individuel puissent travailler seuls. Le deuxième niveau, c'est l'adaptation. Donc là, c'est vraiment des ajustements ou des aménagements pour des élèves en particulier qui ont un besoin particulier. Ici, c'est très important de faire la différence. On ne touche pas aux critères d'évaluation. C'est toujours les mêmes exigences. J'ai mis quelques exemples, mais je ne veux pas trop en parler parce que je vais le décliner plus loin. Et le dernier niveau, la modification. Là, c'est vraiment qu'on change les critères d'évaluation. On étant modifiés, comme ceux qui travaillent présentement, on appelle ça des notes modifiées. Donc, les critères sont diminués ou appartiennent à un autre cycle. Pour la fin de notre recherche, on n'a pas du tout travaillé avec le niveau de la modification. On était davantage dans la flexibilité et dans l'adaptation. Maintenant, comment on fait concrètement pour différencier en art dramatique? 5 portes d'entrée ou 5 dispositifs ou formes de différenciation. On peut différencier par le contenu, par le processus, par la structure, par le produit et par l'environnement et l'affect. Et là, moi, je me suis vraiment basée sur les formes de différenciation de Caron. Parce que si jamais vous faites des recherches, vous allez voir que certains auteurs n'ont pas les mêmes et le MES, le gouvernement, le ministère de l'Éducation, n'a pas nécessairement les mêmes formes. Ça se ressemble, mais il y a des catégories de mots. Alors, au niveau de différencier, au niveau du contenu, c'est très facile au niveau de la flexibilité. On propose des thèmes de création différents. Ça peut être intéressant. Souvent, on a tendance à dire c'est ça le thème, c'est celui-là qu'on choisit, puis vous y allez. Alors que proposer des choix, ça permet aux élèves, ça permet vraiment aux élèves de se sentir plus écoutés et donc de davantage s'engager. Ça peut être aussi de proposer des extraits théâtraux différents lors de l'évaluation de l'appréciation. Au niveau du processus, il s'agit ici de varier nos stratégies d'enseignement. Ça part vraiment de nous. Donc, lorsqu'on planifie, il faut réfléchir à nos stratégies d'enseignement. La stratégie la plus gagnante au niveau des données, c'est vraiment l'enseignement explicite. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on peut présenter la porte d'entrée par laquelle on présente notre matière, ça doit être varié également. J'en ai mis des exemples ici. Ça peut être présenté avec une vidéo. Ça peut être nous faire une démonstration pour introduire la nouvelle notion. Donc, c'est vraiment d'y réfléchir. Au niveau de la structure, là, on est vraiment dans le regroupement des élèves. C'est faire des regroupements flexibles, faire des regroupements, puis là, on va en parler plus tard, mais c'est vraiment de varier les regroupements pour travailler aussi selon les forces et faiblesses de chacun. Différencier au niveau du produit, c'est vraiment comment l'élève nous montre son résultat final. En art dramatique, on est vraiment habitué le résultat, c'est toujours une présentation. Mais pour la différenciation, on peut permettre à certains élèves de présenter en capture vidéo, donc une captation vidéo. Ça pourrait être encore une appréciation faite à l'oral, enregistrée. C'est de vraiment permettre à l'élève d'avoir des choix. Et finalement, environnement et affect, c'est aménager la classe en fonction des besoins de l'élève. C'est aussi dans ce dispositif-là qu'on travaille les habiletés sociales et ouvrir l'élève à la différence. Maintenant, les 8 dispositifs qu'on a choisis, parce que là, je vous ai proposé un grand tableau des dispositifs, des formes. Maintenant, nous, on en a choisi 8 avec les 2 enseignants participants. Nous avons testé ces derniers-ci. Alors, je vous explique. Aménagement de la classe selon les besoins des élèves, utilisation de l'enseignement explicite, simplifier
ou réduire la tâche d'écriture. Et je vous précise que c'est en gardant les critères d'évaluation. On n'est pas en modification. Utilisation des aides techno, l'information et la sensibilisation des élèves aux habiletés sociales. D'ailleurs, nous avons utilisé un outil que Simon a créé et qu'on a développé en groupe de développement. Il s'agit de la famille Habilitus. Ensuite, le jumelage des élèves selon les besoins de l'activité. Mettre à la disposition de certains élèves des outils pour les aider à gérer leur stress et le choix du thème de création. Donc, pour trouver des solutions à notre problème, on est vraiment parti des problématiques vécues. On est allé chercher des dispositifs de différenciation et nous les avons testés. Je l'ai dit tout à l'heure, 15 groupes de secondaire 1 et 2 dans les groupes réguliers. Premier cycle de recherche, donc ça s'est décliné de la façon suivante. Il y a eu plusieurs rencontres collectives avec l'équipe d'enseignants pour cibler les difficultés. Je leur ai donné aussi des formations sur la différenciation pédagogique, là, beaucoup plus approfondies que ce que je les fais en ce moment. Ensuite, j'ai expérimenté avec mes propres groupes. J'ai testé mes outils de consignation, le journal de bord. J'ai fait l'analyse une première fois des données. Et ensuite, après les derniers ajustements, ce sont mes enseignants participants qui sont allés en expérimentation. Le premier cycle d'expérimentation a eu lieu au mois d'octobre et le deuxième cycle a eu lieu au mois de janvier. Alors, les résultats. Les résultats, en fait, surprenamment ou pas surprenamment, c'est l'aménagement de la classe selon le besoin des élèves qui a eu le plus d'effets positifs sur le climat de classe et sur l'engagement des élèves. Et là, je vais vous expliquer plus tard de quelle façon on a aménagé les classes. Deuxième dispositif ayant le plus d'effets positifs, c'est le mettre à la disposition des élèves des outils de gestion de stress. Troisième regroupement ou jumelage des élèves selon les besoins de l'activité. Et finalement, l'enseignement explicite que nous avons utilisé pour la démarche de création ou de la structure dramatique. Et là, malheureusement, dans le cadre de cette conférence-ci, je n'aurai pas le temps de vous expliquer plus en détail l'enseignement explicite. Je pourrais prendre un bon 2-3 heures pour vous en parler. Alors, voici un petit tableau qui nous montre les effets en pourcentage, donc effet positif sur l'engagement des élèves en gris foncé et effet positif sur le climat de classe en gris pâle. Voilà. Plus spécifiquement, la façon qu'on a aménagé les classes, très important, des places assignées. Ça semble extrêmement simpliste, mais ce n'est pas nécessairement dans les mœurs ou dans la culture de l'enseignement de l'art dramatique, du moins peut-être les jeunes étudiants ou les jeunes enseignants, mais pour les enseignants plus expérimentés, ce n'était pas dans la culture que de leur assigner des places. Donc, leur assigner des places en faisant un plan de classe réfléchi. Étant donné que l'expérimentation s'est déroulée au mois d'octobre, je connaissais déjà mes élèves. Pour mes enseignants participants, c'était au mois de janvier. Ils connaissaient déjà leurs élèves. Donc, assigner des places afin de privilégier l'écoute de certains élèves. Dans des élèves qui sont, par exemple, plus faciles à déconcentrer, on les mettait loin des aires de circulation. Un élève qui a tendance à être plus dans la lune, on va le mettre en avant. On fait attention aussi aux dynamiques entre les élèves parce qu'on les connaît. Des chaises numérotées avec un plan de classe. Les chaises numérotées, c'est seulement que c'est beaucoup plus facile quand on veut replacer la classe, quand on veut faire des changements de disposition. On peut enseigner explicitement les changements de chaises. Ensuite, au niveau du matériel didactique, le matériel d'apprentissage, il faut penser qu'il doit être accessible, mais caché. Donc, pour que les élèves qui sont plus anxieux ou plus fragiles n'aient pas envie d'aller chercher. Ne pas surcharger les murs, donc mettre les affiches pertinentes pour le moment, pour les apprentissages ou pour le comportement. Avoir des espaces de rangement réservés au matériel des élèves. Donc, s'il n'y a pas de cube, s'il n'y a pas de petites tablettes à ce moment-là, que font-ils avec leur agenda? Est-ce qu'ils mettent sous leur chaise? Donc, c'est vraiment de leur montrer, de leur expliquer et de le modeler. Des repères visuels au sol pour aider les élèves à se situer dans l'espace. Alors, c'est comme un grand local vide habituellement. S'il n'y a pas de bureau, il y a juste des chaises, bien, à quel endroit vous devez vous asseoir? Quelle est ta place? Et un endroit calme pour que les élèves puissent décompresser. Un autre élément qu'on a travaillé, c'est diviser la classe en aires de jeu. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui le font.
mais on est allé plus loin. C'est de les numéroter. Chaque équipe a un numéro d'aire de jeu. Il y a également, si on utilise des tables, mettre des tables et afficher à chaque table la tâche qui est à faire. C'est bien de l'afficher au tableau, mais pour les élèves qui sont facilement déconcentrés, l'avoir devant lui lorsqu'il doit se mettre au travail. Cette disposition-là a permis aux enseignants d'avoir une vue d'ensemble des équipes qui travaillent et ça a permis aussi d'avoir un meilleur repérage des élèves qui étaient en difficulté ou qui perdaient leur temps. Donc, je vais vous montrer là, des images. Ça, vraiment, au niveau de la gestion de classe, on avait vraiment une vision périphérique. Ça a permis également une rotation avec la scène, s'il y a une scène ou l'aire de représentation. Donc, les élèves ont davantage le sentiment d'être écoutés, d'avoir de l'équité, puisque tout le monde a accès à la scène et c'est beaucoup plus facile de faire la rotation. Ça a également permis aux élèves d'avoir des meilleurs repères pour leur jeu, donc d'avoir une meilleure orientation au niveau de la scène parce qu'on sait à quel endroit est publié. Et bien sûr, ça a évité les conflits provoqués par l'empiètement d'une équipe sur l'autre. Finalement, le minuteur, plus connu au niveau du terme time timer, mais ça peut être aussi un minuteur qui est affiché au tableau, donc sur la projection, ça a permis aux élèves de mieux gérer leur temps, de rester plus engagés dans la tâche parce qu'ils savaient combien de temps il restait. Il y a plusieurs dispositions, plusieurs façons de disposer les élèves. Je me suis inspirée de Gaudreau. On les a testés. Voici l'aménagement gagnant. Ça a l'air plate un petit peu hein, comme ça. C'est comme en rangée. Mais pour les groupes qui avaient des grosses difficultés de climat de classe, c'était vraiment là, très fébrile, c'était difficile au niveau de l'écoute. C'est vraiment l'aménagement que les enseignants participants ont préféré. Le demi-rectangle, c'est vraiment un aménagement que les enseignants participants n'ont pas aimé parce que les élèves se parlent de l'un à l'autre et au niveau de la vision périphérique et de la vision globale, c'est plus difficile. On a également préparé l'aménagement de cette manière, donc ça dépendant du local, mais notez bien que le bureau et la table, le tableau est quand même derrière et la scène, mais toujours numéroté. Alors, ils ont toujours leur place assignée pendant les représentations. Ici, on a l'aménagement de la classe d'art dramatique en aire de jeu. Toujours numéroté, toujours dans les mêmes dynamiques, mais les aires de jeu sont bien délimitées avec du ruban cache. Deuxième dispositif, le regroupement des élèves. Il y a différentes façons de regrouper les élèves. Donc, il y a les groupes de besoins, tutorat, triade et groupes d'intérêt. Les deux regroupements qui ont le plus fonctionné, qui ont eu de meilleurs résultats, en fait, c'est les groupes de besoins. Ce sont les groupes de besoins et les groupes d'intérêt. Un groupe de besoins, c'est qu'on regroupe ensemble les élèves qui ont plus de difficultés, par exemple, soit dans la structure, ou encore dans la création, et on les place près de l'enseignant. Donc, l'enseignant est toujours là pour répondre aux besoins et pour soutenir l'apprentissage et soutenir les efforts, pour venir valider parce que souvent, ils sont très insécures. Au niveau du groupe d'intérêt, bien, ça va de soi, ils s'entendent bien, ils ont envie de travailler sur le rêve, par exemple, donc ça va tout seul. Au niveau du tutorat et de la triade, je vais en parler un peu plus tard, mais ce sont des résultats plus mitigés parce que le tutorat demande énormément de préparation. Il faut vraiment rencontrer les élèves tuteurs. Et au niveau des triades, ça dépend vraiment des élèves aussi et de votre dynamique de groupe. Dernier dispositif qui a bien fonctionné, ce sont les outils pour la gestion du stress. Nous, on ne s'est pas compliqué la vie. On avait de la pâte à pétrir, pour ceux qui connaissent ça, là, ou des tangles. C'est l'espèce de serpentin en plastique qu'on bouge, qu'on manipule. La pâte à pétrir est de loin le plus gagnant. Les balles de stress n'ont pas été utilisées pour la simple raison que ça se promène partout et ça se fait lancer. Les outils pour la gestion du stress, je vous dirais que c'est à utiliser, j'ai proposé à mes enseignants participants de les utiliser avec un certain protocole vraiment précis. D'abord, il faut avoir parlé avant de l'ouverture à la différence, des besoins de chacun. Il y a une discussion qui aurait dû être entamée. Ensuite, il faut vraiment utiliser une routine pour l'utilisation des objets. Il faut l'expliquer, il faut qu'il y ait des règles claires et précises et il faut le pratiquer avec eux pour leur montrer, il faut le modeler. Je vous dirais que je ne veux pas trop insister. On ira maintenant aux résultats et je vais regarder combien il me reste du temps. Il me reste quelques minutes, quelques secondes en fait. Voici donc les résultats en résumé. Au niveau de l'aménagement de la classe et de la gestion de temps, les places assignées avec des endroits stratégiques pour certains élèves,
Merci. Alors, pour les ça a permis vraiment de limiter le bavardage et les pertes de temps. Délimiter les aires de jeu, on a vraiment remarqué qu'il y avait plus d'engagement au niveau des élèves dans le travail, ils restaient centrés avec leurs coéquipiers, puis il y avait moins de perte de temps. L'aménagement de la classe a vraiment eu en général une diminution des comportements dérangeants. Le climat de classe était plus sécurisant pour les anxieux. Donc, on voit que des fois, des comportements d'anxiété, ça se manifeste par la fébrilité, mais ça peut être aussi très interne, très intérieur. Et des élèves sont venus le nommer, sont venus voir les enseignants pour dire hey, « je me sens vraiment mieux depuis que la classe est comme ça ». Ça permet également une meilleure gestion du matériel. Surprenamment, les enseignants participants m'ont dit « c'est beaucoup plus facile là, quand c'est installé en aire de jeu. Moi, j'ai tout mon matériel ici, c'est plus facile la distribution, ça m'aide. » Et plus important encore, c'est que les enseignants ont vraiment eu un sentiment d'efficacité personnelle. Ils avaient l'impression d'avoir un meilleur contrôle sur leur gestion de classe. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Regroupement des élèves. Donc, comme j'ai dit, au niveau des groupes de besoins, ça a été super bien pour les élèves plus engagés. Et j'ai également fait des groupes avec des élèves plus doués. Ça a permis aux élèves vraiment d'aller plus loin, d'aller chercher plus loin leur création et de pousser plus loin leur interprétation. Au niveau des triades, c'est ce que je disais, ça a été mitigé parce que les forts avaient tendance à faire le travail seul et les faibles se désengageaient, les élèves plus faibles. Donc, il y a vraiment un travail à faire. Et au niveau du tutorat, comme je l'ai dit, il faut vraiment préparer nos élèves tuteurs, il faut vraiment bien les choisir. Il y a vraiment tout un travail qui doit se faire en amont. Donc, c'est à utiliser avec vraiment délicatesse. Au niveau de l'utilisation des outils de gestion de stress, eh bien, ça a vraiment canalisé le stress de certains élèves. Les enseignants notaient que le climat de classe était plus serein lorsque tout le monde était occupé à pétrir sa pâte, surtout en fin de journée. Les élèves plus agités, les plus anxieux, qui dans le fond ont tendance à déranger les autres parce qu'ils s'agitent, parce qu'ils bougent, étaient plus calmes et moins agités. Conclusion. Alors, l'aménagement de l'environnement a un impact majeur sur le climat de classe, donc sur la gestion de classe. L'enseignant a un sentiment d'efficacité et un meilleur contrôle sur sa gestion de classe, ce qui permet un début de différenciation pédagogique, par le fait même une porte d'entrée vers l'intégration scolaire. Ces résultats-là vont dans le même sens que Gaudreault, qui travaille sur la gestion de classe. Gaudreault qui nous dit que la composante la plus importante d'une gestion de classe, c'est l'organisation spatiale. Et ça va également dans le même sens que Caron, qui affirme que les modalités organisationnelles de la classe ouvrent la porte aux 3 autres dispositifs de différenciation. Donc, ça a l'air tout simple, bien organiser sa classe, mais pas sa place, mais bien organiser sa classe, ça a énormément d'impact sur le climat et sur l'engagement. Donc, j'espère que ces petites pistes, j'aurais pu vous en parler encore longtemps, mais j'espère que ces petites pistes de solutions vous ont apporté un peu de bonheur et un peu de prise sur ce qui se passe. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Isabelle, pour ta présentation qui a donc permis de cibler les défis que les élèves à besoins particuliers sont susceptibles de rencontrer en art dramatique au regard des caractéristiques et particularités de la discipline et du contexte d'enseignement et d'apprentissage. Donc, ce fut aussi une occasion d'identifier, de préciser aussi les concepts propres à la différenciation pédagogique et en fonction de tes données et résultats de recherche, de nous fournir des stratégies tout en insistant sur les conditions de leur mise en pratique et des effets possibles. Alors, je rappelle aux gens qui nous écoutent qu'il y aura une période de questions suite à la présentation de Simon. Fait qu'à ce moment-là, on pourra revenir sur les contenus abordés à la fois par Isabelle et par Simon. La présentation d'aujourd'hui est aussi enregistrée pour celles et ceux qui ne l'auraient peut-être pas remarqué. Donc, vous pourrez consulter ultérieurement des présentations qui sont fort riches. Il y avait beaucoup d'informations dans ce qu'on vient de voir et ce sera possible pour vous d'accéder donc à l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, dès maintenant, je vais céder la parole à Simon. Simon, qui est donc enseignant d'art dramatique en adaptation scolaire, tant au primaire qu'au secondaire. Il est inscrit à la maîtrise en théâtre depuis 2019 et il s'intéresse particulièrement au potentiel de développement des habiletés sociales
par le théâtre pour les enfants en classe spécialisée. Donc, la présentation de Simon a pour titre « Contribution de l'art dramatique au développement des habiletés sociales d'élèves présentant un trouble neurodéveloppemental complexe ». Alors, si je te cède la parole, Simon. Merci, Virginie. Ben, je trouve que c'est intéressant parce qu'Isabelle, elle a travaillé dans le cadre de sa maîtrise sur les classes ordinaires, tandis que moi, la majorité de mon travail depuis que je suis enseignant se fait en classe spécialisée. Donc, je trouve que... Alors, ma recherche s'intitule « Contribution de l'art dramatique sur le développement des habiletés sociales d'élèves présentant un trouble neurodéveloppemental complexe ». Beaucoup de termes que je vais prendre le temps de préciser un peu plus tard. Donc, je suis Simon Charron, enseignant d'art dramatique au Centre de services scolaires des affluents depuis 2011 et étudiant à la maîtrise en théâtre. Donc, la naissance de mon projet de recherche est venue de mon expérience en tant qu'enseignant, principalement en adaptation scolaire. J'ai fait à peu près tous les types de clientèle qui existent dans mon centre de service. Donc, j'ai enseigné à des élèves qui avaient des troubles de comportement. Présentement, j'enseigne à des élèves qui ont un trouble neurodéveloppemental complexe. Encore une fois, je vais le préciser un peu plus tard. J'ai enseigné à des élèves qui avaient un trouble du spectre de l'autisme, qui avaient une déficience intellectuelle, qui avaient des difficultés langagières. Et puis, au cours de mes 10 ans d'enseignement, on m'a souvent fait miroiter que l'art dramatique pouvait offrir un certain bénéfice sur les habiletés sociales de mes élèves. On me nommait souvent, par exemple, la reconnaissance ou le contrôle des émotions, sauf qu'il n'y avait jamais vraiment de données pour justifier cet apport supposé-là. Et j'avais envie de le vérifier, moi, s'il y avait vraiment un impact de l'art dramatique sur les habiletés sociales, surtout, comme l'a dit Isabelle, qu'on avait déjà travaillé sur un projet ensemble qui s'appelait la famille Habilitus, qui était un outil pour développer les habiletés sociales liées au travail d'équipe. Donc, au cours de mes recherches, ce que j'ai aperçu, c'est qu'il y a eu, oui, des recherches qui ont été faites sur la question, mais jamais dans un milieu scolaire en enseignement de l'art dramatique. Donc, par exemple, mon point de départ, ça a été les travaux de Manon Fleury, qui a fait des études en milieu clinique auprès de patients psychotiques pour voir si un projet théâtral pouvait développer leurs habiletés sociales. Sauf qu'on n'est pas du tout dans le même milieu. Elle est en milieu clinique, ce n'est pas une enseignante d'art dramatique. Elle faisait son projet avec une clientèle adulte. Donc, ce n'est pas quelque chose qui pouvait s'appliquer dans mon milieu. Il y a aussi des chercheurs qui ont fait l'enseignement de savoir-être par le jeu. Je pense à Dorothy Heathcote, entre autres, qui avait son programme Mental of the Expert. Elle enseignait plusieurs choses par le jeu, dont des savoir-être, mais sans respecter un programme de formation en art dramatique. Donc, moi, ce que j'avais besoin de vérifier, c'est la contribution des cours d'art dramatique tels qu'ils sont sur les habiletés sociales d'enfants d'âge primaire en classe spécialisée. Et c'est pour ça que je me suis inscrit à la maîtrise en théâtre. Donc, ma question de recherche, c'est en quoi et comment l'art dramatique peut-il contribuer au développement des habiletés sociales d'élèves du primaire en classe spécialisée présentant un trouble neurodéveloppemental complexe? Ça amène 2 sous-questions. Donc, mes élèves reçoivent déjà un enseignement explicite des habiletés sociales dans leur classe. Donc, comment recontextualiser ces savoir-être qu'ils ont déjà acquis, mais les recontextualiser à l'intérieur d'une situation d'apprentissage en art dramatique et ainsi préparer un transfert des apprentissages. Puis, justement, compte tenu que mes élèves reçoivent déjà un enseignement d'habileté sociale, au même titre qu'ils ont un cours de français ou de mathématiques, mais ils ont un cours d'habileté sociale, mais est-ce que c'est vraiment possible de considérer la contribution spécifique de l'art dramatique sur le développement des dites habiletés sociales? Le cas échéant, comment est-ce qu'on pourrait vérifier les répercussions? À l'aide de quels moyens, quels outils? Voici mon milieu de recherche. Pour ceux qui connaissent le boulevard Brillant à Repentigny, c'est l'école Alphonse Desjardins. Donc, j'y ai enseigné les 4 premières années de ma carrière et ça fait 3 ans que j'y suis revenu. Le mandat de l'école a un peu changé, mais il y a certaines choses qui sont restées les mêmes. Donc, il y a 2 édifices à cette école, l'édifice Alphonse Desjardins qui accueille une clientèle du préscolaire ayant un trouble du spectre de l'autisme, on les appelle TBP pour TSA à besoins particuliers. Et même s'ils sont au préscolaire et qu'il n'y a pas d'art prescrit dans le régime pédagogique, bien, ils ont la chance d'avoir 30 minutes d'art dramatique par semaine. Et il y a l'édifice Lionel Groulx, qui est une clientèle présentant un trouble neurodéveloppemental complexe, tant au préscolaire qu'au primaire. Donc, qu'est-ce que c'est?
c'est des élèves qui sont en rupture de fonctionnement dans les milieux réguliers, même parfois sont en rupture de fonctionnement dans les classes spécialisées à l'intérieur des milieux réguliers, donc ils présentent des difficultés au niveau de leur comportement, mais il y a généralement une comorbidité, donc il va avoir soit un trouble de langage, un trouble du spectre de l'autisme, il peut avoir aussi une déficience intellectuelle qui est liée à cette rupture de fonctionnement. Donc, l'école a une double mission. La première, c'est de faire une clarification diagnostique pour certains élèves, voir où est-ce que l'atteinte neurologique se situe. Puis, il y a aussi une visée de réintégration par l'enseignement de comportement de remplacement. Ce qui est important de mentionner pour la clientèle TNC, c'est qu'ils sont en bulletin modifié. Isabelle en a un peu parlé tantôt, même si ce n'était pas du tout ce à quoi s'attardait sa recherche. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'évaluation est modifiée. Je dois choisir les critères d'évaluation et les savoirs essentiels que je vais cibler dans mes situations d'apprentissage en me référant au cycle qui correspond à l'âge des élèves, mais c'est vraiment moi qui vais choisir selon leur capacité, selon leur réelle capacité, qu'est-ce que je vais leur enseigner, comment je vais l'évaluer. Mon cadre méthodologique, mais je suis dans une démarche praxéologique telle que définie par Saint-Arnaud. Qu'est-ce que c'est? C'est l'étude de l'action réalisée à partir de l'action. Donc, c'est parfait pour les praticiens comme moi qui désirent améliorer leur pratique. C'est une approche qualitative, donc je vise davantage à chercher et à comprendre un phénomène plutôt qu'à le quantifier. Et puis, c'est une recherche action en milieu scolaire telle que définie par Anderson. Ça permet d'inclure les enseignants dans la recherche puis de leur donner une certaine prise de pouvoir. J'ai fait 2 premières expérimentations. Ma recherche, elle n'est pas terminée, donc je ne peux pas vous présenter tous les résultats parce que je ne les connais pas encore. Par contre, je peux vous parler de mes expérimentations que j'ai faites dans le cadre de ma maîtrise. Donc, à l'hiver 2020, j'ai fait mes premiers laboratoires de recherche dans le cadre du cours Processus créateur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté 2 leçons sur les signes et symptômes de la colère et sur les moyens de l'apaiser, selon un programme d'habileté sociale qui a été réalisé par Massé et Verret en 2012. Puis, à l'hiver 21, dans le cadre du cours Alignement des paramètres de recherche, j'ai encore fait une expérimentation, mais selon un protocole de recherche plus détaillé. Donc, j'ai fait une nouvelle version de mes 2 leçons avec des outils de collecte de données différents, donc une entrevue avec plusieurs groupes d'élèves et un questionnaire aux techniciens en éducation spécialisée qui accompagne 6 élèves. Vous avez ici quelques traces de mes expérimentations, donc c'est des documents qui viennent de Massé et Verret. Les élèves, par exemple, devaient être capables de jouer avec les moyens corporels, les moyens vocaux, différents degrés d'intensité de la colère. Ils devaient être capables de reconnaître dans le corps, dans la respiration, où est-ce que ça se situe. Donc, il y a des liens à faire avec, encore là, une fois, les moyens corporels et vocaux des élèves. Et puis, il y avait aussi le réinvestissement de moyens pour diminuer sa colère, comme respirer par le nez. Ça a permis de faire émerger certains résultats préliminaires. Je vous les partage parce que c'est le maximum de résultats que je peux vous partager présentement. Donc, suite à l'enseignement des 2 leçons sur les signes et symptômes de la colère, mais l'ensemble des TES a su reconnaître quelles leçons d'habileté sociale étaient réinvesties parce que c'est des leçons qu'elles-mêmes ont enseignées dans le cadre du cours d'habileté sociale. Quantitativement, il y a des données fournies par les TES qui montrent une forte participation des élèves dans ce type de projet, un comportement adéquat. Et puis, les élèves savent tracer les liens entre le contenu du cours et les leçons d'habileté sociale qu'ils ont déjà reçues et, dans une moindre mesure, entre le contenu du cours et leur propre vécu. Ça permet de valider l'intérêt du projet pour les élèves, mais ça ne m'a pas permis de répondre à ma question de recherche directement. Il y a eu des manifestations observables pendant les 2 périodes d'enseignement. Donc, les données qualitatives montrent que certains élèves sont capables de reconnaître les signes et symptômes de la colère ou d'utiliser les moyens liés à la gestion de la colère dans le cadre du cours d'art dramatique. Selon une des TES, les cours enseignés ont permis aux élèves de travailler en équipe, de respecter les tours de parole, de ne pas rire des idées des autres. Quant à la contribution spécifique de l'art dramatique, ce qui a ressorti comme contribution, c'est l'enseignement explicite de moyens d'apaisement, le modelage aussi, parce qu'en faisant jouer l'élève, en lui amenant à utiliser son corps, utiliser sa voix, utiliser sa respiration, on peut lui apprendre à utiliser des moyens d'apaisement. Ça permet de dédramatiser certaines situations, ça permet de réinvestir dans des notions par le jeu, de modeler des comportements attendus. Ce sont des exemples qui permettent de généraliser les connaissances et ça permet de trouver des solutions à des situations qui peuvent arriver au quotidien. Donc, par exemple, il y a des personnages qui étaient mis dans une situation
qui pourrait être analogue à ce qu'un élève pourrait vivre, une situation qui le met en colère, mais de le faire par le jeu, ça donne un environnement plus calme pour trouver des solutions. Donc, par mes entrevues semi-structurées, j'ai vu qu'ils comprennent très bien le contenu du cours. Par contre, ça ne répond pas à ma question de recherche. Plusieurs élèves ont nommé que le fait de jouer les personnages aidait à comprendre leurs émotions. Par contre, une minorité a répondu que non. Certains élèves nomment que l'art dramatique est le seul lieu où jouer la colère est permis. Donc, si on veut reconnaître la colère, si on veut reconnaître son intensité, c'est important de voir à quoi ça a l'air. Et l'art dramatique permet justement de la jouer. La plupart des élèves ont affirmé avoir aimé jouer la situation d'apprentissage. Certains ont nommé qu'il était plus facile pour eux de trouver des moyens de réduire leur colère en art dramatique plutôt que dans la vraie vie, puisqu'ils se sentaient bien dans le cours d'art dramatique, ou parce que dans la vraie vie, le temps manque pour trouver des solutions. Par contre, il y en a d'autres qui m'ont indiqué que c'était plus facile pour eux de s'apaiser dans la vraie vie, mais ils n'ont pas été capables de m'indiquer pourquoi. Donc, est-ce que mes questions étaient mal formulées? C'est une possibilité que je vois. Donc, les forces de mon expérimentation, il y avait un intérêt présent des élèves et des TES. Le questionnaire pour les TES permettait de générer des données quantitatives et qualitatives. Puis, il y a quelques questions dans mes entrevues avec les élèves qui permettaient de répondre à mes questions de recherche. Par contre, il y avait des élèves souvent peu disponibles pour les retours réflexifs. Donc, en fin de période, les élèves sont fatigués. Il y avait des difficultés à répondre aux questions pour les élèves qui ont des difficultés langagières. Une tendance pour les élèves à s'influencer dans leurs réponses, à vouloir avoir la bonne réponse. Difficulté pour certaines TES de ne pas s'immiscer dans le contenu du cours d'art dramatique. Puis, il y avait trop de questions en lien avec le contenu du cours qui ne répondaient pas à ma question de recherche. Donc, maintenant, ma vraie recherche, l'échéancier, je vous le présente. L'étape préliminaire a été faite de l'automne 2021 jusqu'au 30 janvier dernier. Donc, j'ai fait ma demande de certification éthique, j'ai rédigé des outils de collecte de données, j'ai recruté mes participantes et fait signer les formulaires de consentement. Là, je suis dans ma première étape. Donc, j'ai réalisé une première entrevue semi-structurée avec des TES, les TES qui accompagnent les groupes d'élèves du deuxième cycle, parce que c'est là que je mène ma recherche-action. L'entrevue portait sur les forces et les défis de chacun des groupes et de chacun des élèves en lien avec leurs habiletés sociales. Suite à ça, j'ai écrit une première version d'une situation d'apprentissage et d'évaluation qui vise à développer les habiletés sociales et les compétences disciplinaires en art dramatique, tout en respectant les principes de différenciation pédagogique qu'Isabelle vous a très bien présenté tout à l'heure. J'ai soumis ma situation d'apprentissage et d'évaluation, version préliminaire, à une conseillère pédagogique en art et à 2 psychoéducatrices. Dans le fond, la conseillère pédagogique, son rôle, c'est de s'assurer que la situation d'apprentissage respecte le programme de formation de l'École québécoise, la politique d'adaptation scolaire et les principes de différenciation pédagogique, tandis que les psychoéducatrices, elles, vont s'assurer que la situation d'apprentissage permet au maximum de solliciter et de travailler les catégories d'habiletés sociales qui ont été relevées par les TES. Et ensuite, moi, je vais bonifier ma situation d'apprentissage selon les commentaires que j'aurai obtenus, ce qui m'amènera à ma deuxième étape, du 14 mars au 15 avril, où je vais enseigner la situation d'apprentissage et collecter mes données par un journal de bord pour voir mes observations, tant d'un point de vue méthodologique que d'un point de vue comportemental, habileté sociale de mes élèves. Je vais faire un questionnaire aussi pour les TES qu'elles vont devoir remplir après chaque période d'art dramatique. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et à la fin du projet, une entrevue semi-structurée avec les élèves. Je n'en fais pas à chaque cours, j'en fais une vraiment à la fin, justement parce qu'ils sont peu disponibles pour les retours réflexifs. Ma troisième étape, du 16 avril au 6 mai, c'est avec le bilan et la collecte de données. Je vais faire une dernière entrevue avec les TES, voir si les habiletés sociales de leurs élèves ont évolué dans un sens ou dans l'autre depuis le début du projet et si c'est possible que l'art dramatique y ait contribué pour quelque chose. Et je vais faire un groupe de discussion avec les parents pour voir quelles informations se sont rendues du projet jusqu'à la maison, voir s'il y a des traces de ce que les élèves font en art dramatique qui se rendent jusqu'aux parents. Donc, si vous avez un exemple là, du questionnaire que les TES vont remplir, donc je leur demande, par exemple, quantitativement, quelles catégories d'habiletés sociales ont été sollicitées pendant le cours d'art dramatique et à quel moment. Donc, j'utilise 7 catégories qui viennent de Gresham et Elliott 2008. Donc, communication, coopération, affirmation de soi ou engagement. Affirmation de soi, pardon, responsabilité, empathie, engagement, autocontrôle. Ensuite, je leur demande en quoi les activités d'art dramatique ont permis de solliciter ou d'explorer ces habiletés-là.
Et je demande s'il y a des élèves qui ont eu des manifestations observables ou des comportements qui sont spécifiques à la période dramatique et qui sont en lien avec les habiletés sociales. Jusqu'à présent, dans ma recherche officielle, il y a une seule collecte de données qui a été effectuée, c'est l'entrevue semi-structurée avec les TES. Ce que ça me dit, c'est qu'en particulier, les habiletés sociales qui doivent être travaillées sont celles qui touchent à l'autocontrôle. J'aurais dû le mettre en caractère gras. C'est vraiment là où mes élèves ont besoin de s'améliorer. Donc, être capable de se contrôler lorsqu'on vit une émotion qui nous envahit ou une situation qui nous envahit, mais aussi les habiletés qui touchent à la communication, à la coopération et à l'engagement pour certains des groupes. Ce n'est pas une problématique pour l'ensemble des groupes. Par contre, l'ensemble des intervenantes ont relevé des forces en lien avec l'empathie chez nos élèves. Donc, ma situation d'apprentissage s'appelle « Ça suffit, les grands frères et grandes sœurs de Petit Loup ». C'est inspiré de l'album « Ça suffit » de Claudie Stanquet-Barrault aux éditions Les 400 coups. C'est une situation d'apprentissage et d'évaluation en 3 temps, donc une phase d'interprétation, une phase de création et une phase d'appréciation pour toucher les 3 compétences. Ça devait s'échelonner sur 8 périodes. Par contre, j'étais incapable de ne pas dépasser. Présentement, ma SAE dure 9 périodes. Donc, les savoirs essentiels, vous les voyez ici. On vise à travailler l'attitude, le geste, le mouvement, les sons liés à des émotions, l'intensité de la voix parlée, l'écoute, la respiration, la détente, l'assouplissement, le tonus, le caractère du personnage, les trajets mémorisés, l'occupation de l'espace, l'aménagement d'une aire de jeu, les éléments de costume en lien avec le personnage et la femme, la position du personnage dans la lumière, l'intensité, la couleur de l'éclairage, un développement de la fable qui est continu et le dialogue. Donc, dans la première phase, la phase d'interprétation, je vais introduire les élèves à 3 personnages qui sont en lien avec l'histoire de Petit Loup. Par contre, les personnages, c'est moi qui les ai inventés. Donc, ce qui va se passer, c'est que les élèves vont lire le début de l'histoire de Petit Loup qui vit une situation d'intimidation à l'école. Et moi, j'ai inventé 3 personnages de grands frères qui vont aussi être féminisés pour que ça puisse être des grandes sœurs, qui donnent conseil à Petit Loup, des mauvais conseils, mais ça, on ne le dit pas tout de suite. Donc, loup peureux, loup féroce, loup malin. Et pour chacun des personnages, il va avoir une attitude, une intensité de voix, un mouvement et un caractère. Et ils vont tenter d'influencer Petit Loup dans sa manière de résoudre son problème d'intimidation. Ensuite, il va y avoir une phase de création où les élèves vont être amenés à faire une tempête d'idées. Ils vont travailler tous ensemble parce qu'il faut savoir que mes groupes d'élèves, ce sont des groupes de 4 ou 5. Donc, ils vont faire une tempête d'idées pour essayer eux-mêmes de trouver en premier lieu un personnage de grand frère ou de grand sœur qui peut offrir des conseils à Petit Loup. Et ensuite, ils vont inventer la fin à l'histoire. Donc, il va y avoir un seul personnage de grand frère ou grande sœur qui va être retenu, puis les élèves vont devoir voir c'est quel grand frère ou quelle grande sœur qui a offert la meilleure stratégie à Petit Loup pour se sortir de sa situation de conflit ou d'intimidation. Ensuite, il y a une phase d'appréciation. Je trouve ça intéressant qu'Isabelle ait parlé tout à l'heure d'offrir des choix pour l'appréciation. Ça, c'est un document qui vient de mon centre de service scolaire que j'ai modifié un peu. Par contre, ce ne sera pas le seul outil d'appréciation. Ça va être possible de le faire aussi en vidéo. Et puis, normalement, dans la démarche d'appréciation, je ne fais pas apprécier les propres œuvres de mes élèves, c'est-à-dire que si un élève présente, je ne fais pas apprécier sa propre présentation. Par contre, puisque l'ensemble des élèves est sollicité ici, ce que je fais, c'est que je fais apprécier le travail d'un autre élève dans le groupe. Alors, c'est ce qui conclut ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et puis je laisse défiler une petite bibliographie qui n'est pas exhaustive là, de certains des ouvrages que j'utilise pour ma recherche-action. Merci beaucoup, Simon, pour ta présentation. Donc, on a pu aborder la question du développement des habiletés sociales par l'art dramatique, mais en s'intéressant aux apports du cours d'art dramatique en lui-même, ce qui est, comme tu l'as mentionné en début de présentation, plus rare. Et d'ailleurs, on a pu voir aussi, puis c'est ce qui rend ta présentation fort intéressante, on aurait aimé autant, Isabelle, vous entendre parler plus longtemps, mais c'est intéressant de voir comment le développement des habiletés sociales et le développement des démarches et contenus disciplinaires, en fond, se font en complémentarité et s'enrichissent l'un l'autre. Très intéressant.